Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre série Terroir Gourmand, nous partons en Camargue découvrir deux produits typiques, le taureau et le riz. Dans sa manade, Guillaume nous dévoilera les secrets de l'élevage des taureaux camarguais. Puis, la famille Rosière nous fera partager sa passion pour la culture du riz, alors que la moisson bat son plein. Je vous laisse en compagnie de ceux qui défendent avec conviction ces beaux produits, et je vous retrouve juste après pour les cuisiner. A tout de suite. Qui n'a jamais eu vent de ce fabuleux pays battu par le Mistral, brûlé par le sel et le soleil? La Camargue évoque immédiatement cette terre les pieds dans l'eau, aux confins du Rhône et de la Méditerranée. Ces paysages singuliers sont le territoire des taureaux, des chevaux sauvages et des gracieux flamants roses. Enlacé entre les deux bras du fleuve, ce delta d'exception figure parmi les 4 plus grands d'Europe. Sur la commune d'Albaron, une longue journée débute pour Jacques Rosière. Ce riziculteur de père en fils depuis 5 générations met tout en œuvre pour faire perdurer une culture en difficulté, mais pourtant essentielle à l'écosystème de la région, le riz. Sur l'exploitation des Baumelles, au Sainte-Marie-de-la-Mer, Guillaume Linsolas est manadier. Il élève des taureaux Racco di Bio. Plus connus sous le nom de taureaux Camargue, ces bovins à la robe unie noire font partie de l'âme de la culture camarguaise. L'élevage de taureaux de race Camargue, donc c'est une race de bovins déjà qui est très rustique au niveau de l'élevage, qui vit dehors toute l'année, qui vit à l'état sauvage quasiment toute l'année. Après, bien entendu, aujourd'hui, avec un apport de l'homme, du fourrage ou quoi, mais c'est une race qui est quand même très rustique et qui est destinée en priorité à une tauromachie qu'on appelle la course camarguaise, qui est une tauromachie sans mise à mort. Donc c'est vraiment le but principal de l'élevage du taureau de race Camargue. Et après, bien entendu, tous les taureaux n'ont pas la qualité pour aller dans les arènes. Et les taureaux donc, qui ne sont plus destinés à l'arène sont destinés à la consommation donc, de viande avec le label Taureau Camargue AOP. Avant que le manadier ne décide du sort de ses bêtes, les taureaux qui portent alors le nom de cocardier sont essayés dans les arènes jusqu'à l'âge de 8 ans. Il ne faut pas oublier que cette race-là, il y a plusieurs siècles à l'arrière, elle vivait à l'état sauvage. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de taureaux sauvages. Tous les taureaux sont élevés par des éleveurs. Mais cette rusticité, au niveau de leur génétique, elle est restée. Donc pour nous, c'est vraiment très, très, très simple à élever. Encore une. Normalement, c'est de la luzerne qu'on donne quand il y a des périodes un peu plus humides ou l'hiver, parce que c'est beaucoup plus riche que le foin. Donc en période un petit peu comme en ce moment où c'est vachement humide, la nuit, ils adorent ça. Il va nous venir dessus, le débaner. On est hors saison de course camarguaise, on est sur la fin, c'est le petit point gourmandise, on va dire. Ils adorent les carottes, donc c'est plus pour eux de la gourmandise qu'une nutrition habituelle. Pour moi, c'est l'idéal d'être élevé en plein air, puisque c'est des taureaux qui ont une alimentation très saine. Le bovin se dépense aussi beaucoup, se déplace toute la journée, donc on va éviter cette masse au niveau du gras qui va s'accumuler sur le physique du bovin. Donc c'est des bovins où on aura énormément de difficultés à engraisser, puisque c'est des bovins qui vont produire un effort physique quasiment toute l'année. Et surtout, si vous voulez, il y a un critère qui est très important pour voir le bon état physique d'un taureau, c'est la couleur du poil. Un taureau qui a un poil comme ça, noir, brillant, c'est de très bon augure, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème. Guillaume a repris la manade, créée par son père en 1992. Grâce à leur passion, la famille Linsolas a su hisser leur manade parmi les plus grandes de la région. Rodin, Garland, Michou comptent parmi les meilleurs cocardiers et chaque saison, ils brillent dans les arènes de Provence. Non loin de là, c'est une autre histoire de famille qui se joue. Jacques n'est jamais bien loin lorsque son fils Jean-Philippe s'apprête à moissonner.
Alors, il y a 2 riz qui nous collent à la peau, et quand je dis ça, je pèse mes mots, c'est assez rigolo. Eh ben, on a le riz rond, bien sûr. On a toujours nos grands-mères qui nous disaient que le meilleur des riz pour faire du riz au lait, c'était le riz de Camargue, ce riz rond, parce qu'il collait un peu. Et puis ensuite, il y a un riz qui a beaucoup marqué la France et la Camargue, c'est le riz rouge qu'on a inventé en Camargue, qui a été créé en Camargue par un chercheur qui avait identifié ces riz naturellement en Camargue, qui poussaient spontanément, et donc qui a su les dompter, les dresser. Et aujourd'hui, on arrive à cultiver des riz rouges particuliers. Ils sont bien sûr complets, mais avec un petit goût de noisette. Ils sont vraiment délicieux. Le riz, très gourmand en eau, a trouvé au cœur de ce delta tous les éléments nécessaires à son épanouissement. Mais cette céréale s'avère capricieuse, surtout lors de la récolte, une étape clé qui exige des conditions météo bien particulières. Vous pouvez le voir, là, il est prêt à être moissonné. Il va être moissonné aujourd'hui, il est vert encore. Donc ça fait que s'il y a de l'humidité dans l'air, du mauvais temps ou la brune matinale, voilà, on ne peut plus le moissonner. Donc on est obligé d'attendre que les temps soient secs, avec par exemple le Mistral qui nous aide pas mal pour pouvoir moissonner et faire de grosses journées de moisson. On arrive à faire une grosse journée, une vingtaine d'hectares dans ces conditions-là. Voilà. Et en fait, il est arrivé à faire une tige comme ça, une grande tige, et à faire monter l'épi au fur et à mesure du temps, jusqu'à arriver en haut, où là, en fait, il est sorti, il s'est libéré de sa feuille, de sa dernière feuille qui est ici. Et après, il y a le riz qui s'est formé, en fait. Et le fait de le moissonner, en fait, c'est qu'on on tire sur la paille comme ça, et on récupère ici les graines de riz. À cet état brut, le riz est appelé riz paddy. Entouré d'une balle qui le protège, il devra être décortiqué pour devenir comestible. Ça va, Jean-Philippe? Ouais, ça va. Tiens, je t'ai ramené tes pièces. Merci. Alors, comment ça va? Ça va. Il y a un peu de grain vert, hein? Un petit peu, mais... Je vais m'embêter à le sécher, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Sinon, c'est joli. Non, ça va, c'est joli, ouais. Ce riziculteur passionné et amoureux de son métier, des parfums, des couleurs qui émergent des rizières, ne se voit pas faire une autre activité. Il souhaite aujourd'hui que ses enfants poursuivent l'engagement familial qui a toujours œuvré à maintenir cette culture exigeante. On a acheté cette exploitation en tant que jeune agriculteur en 1995, et puis après on a récupéré 2 autres exploitations, celle de mes grands-parents et celle de mon papa, qui se ressemblent, s'assemblent. Donc avec Françoise, on s'est mariés, on a eu des enfants qui seront, j'espère, des enfants du riz. Rond, mi-long, parfumé, noir ou rouge, la Camargue compte 200 variétés de riz différentes réparties sur 2 grandes familles botaniques, les Japonica qui viennent du Japon et les Indica qui viennent d'Inde. L'élevage de taureaux Camargue regroupant 150 manades s'est structuré au fil du temps. Depuis 1996, il bénéficie d'une AOP qui garantit et protège son origine. Magali Somad, présidente du syndicat, vient justement rendre visite à Guillaume pour faire un point sur la saison. Mais de toute façon, l'alimentation, c'est ce qui fait tout. Hein. Et surtout cette race-là, je veux dire, si la vache est en souffrance et tout, ça ne peut pas... Pour rattraper ce que tu as perdu à la... Après, c'est fini. On a commencé un travail de recherche et d'évaluation du taux de matière grasse par rapport à d'autres races que sont le charolais, le limousin. Aujourd'hui, on a la confirmation que notre viande arrive sur le podium et en première place par rapport à ses qualités de santé à moyen terme. Enfin, du moins, on le souhaite, si les résultats se confirment, que la viande de taureau de Camargue soit reconnue officiellement comme une valeur ajoutée pour la santé humaine. Les résultats d'une étude récente présenteraient un taux de graisse de 4% pour le taureau de Camargue contre 25% pour un bœuf domestique. En outre, l'AOP a ouvert des perspectives commerciales aux éleveurs. Et voilà, mais là on arrive à la fin de la saison, hein, on est quand même presque en novembre, donc savoir quelles les générations futures qui arrivent à essayer, il va falloir faire un choix un petit peu des taureaux qui arrivent. Ouais. Voilà. Voilà, mais nous, tu connais notre politique, hein, nous c'est très peu de naissances pour laisser la chance à tous les taureaux.
Chaque année, nous avons des bêtes de réforme. Avant l'appellation, c'était une viande qui n'avait pas du tout de marché, donc pas de cours. Donc c'est une viande qui était quasiment donnée. Enfin, les éleveurs n'en tiraient quasiment aucun revenu. Alors qu'aujourd'hui, grâce à l'appellation, ça a créé un marché et ça a créé un prix. C'est important pour nous parce que ça donne quand même une porte de sortie qui est non négligeable. Quoi. Je veux dire, c'est pour les éleveurs, c'est une aubaine d'avoir l'AOP parce que ça permet d'avoir son taureau qui est valorisé. Quoi. Bien sûr. Pour réduire les naissances. Et pour valoriser davantage, Guillaume a choisi de développer l'agritourisme. Chaque matin, ce manadier hyperactif et fier des traditions de sa région organise des visites de son domaine. Allez-y, vous avez une remorque là. Chez nous, les gardiens sont vraiment les bras droits des manadiers. C'est vraiment eux qui vont seconder les manadiers sur le travail de l'élevage, la manipulation des taureaux et tout ce qui s'ensuit. Puisque manadier, comme dans beaucoup d'élevages, notamment ici de 200 bovins, vous ne pouvez pas faire tout seul. Sinon, vous n'allez pas faire du bon travail. Donc après, on a l'aide des gardiens. Donc ce qu'on appelle le gardien professionnel et le gardien amateur qui vient avec son cheval pour aider le manadier bénévolement. Vous voyez le taureau qui est de l'autre côté du barrage avec la cloche. C'est un 2005, donc il a aussi un 5. Je suppose que vous avez bien compris lequel est de 2015, lequel est de 2005 quand même. C'est facile à voir. Donc tout simplement, la petite, elle fait à peu près 100 kg, 85 kg, ça de corne. Lui, il en fait à peu près 400, ça de corne. Tout au long de l'année, et toujours à cheval, le gardien est chargé de garder les taureaux et de veiller à leur bonne santé. Alors le vélage chez nous, il se fait naturellement. Ne m'imaginez pas au milieu des pâturages à essayer de sortir les veaux de mes vaches. C'est pas possible. Et vous risquez pas de trouver un vétérinaire qui va vouloir venir. Je veux dire, ils vont vous dire on aime les animaux, mais débrouillez-vous. Pourquoi ? Vous pouvez pas, c'est pas possible. Elles vont être agressives, elles vont vous charger, ou au mieux pour vous, elles vont partir au grand galop. En développant la manade, les courses, les visites, une partie restaurant et gîte, Guillaume a su faire grandir l'exploitation familiale pour pouvoir aujourd'hui vivre correctement de sa passion. Pour continuer son métier de riziculteur, Jacques aussi a été obligé d'évoluer. Depuis 2 ans, il sèche et stocke le riz dans des silos qu'il a lui-même construits. Son fils Jean-Philippe revient justement avec la récolte du matin pour la peser. Dès que le riz arrive dans le silo, on prend immédiatement une analyse d'humidité pour définir si ce riz est conforme et on définira par ce degré d'humidité le temps de séchage qu'il sera nécessaire. Jacques surveille de près la température de séchage dans les silos pour obtenir le bon taux d'hygrométrie. 20,3, non, c'est mieux que tout à l'heure. Donc dans cette parcelle, il semblerait que ça soit un peu plus mûr, là où est Jean-Philippe. Donc c'est bien parce que comme ça je sécherai un peu moins, enfin, un peu plus rapide. On va retester. Il faut que j'en fasse plusieurs là. Voilà 23% d'humidité. C'est très variable, on fait une moyenne. Le riz va maintenant pouvoir être stocké pendant plusieurs semaines. Alors, on boucle notre silo. Maintenant, il va se remplir. Et le prochain départ de ce riz, c'est pour aller chez un rizier afin d'y être transformé en riz blanchi. Puisque c'est vraiment l'étape supérieure, c'est le travail qui suivra. Nous, on l'a gardé et on le stockera paddy. Alors que la nuit vient de tomber, le séchoir tourne toujours et Jacques veille au grain. Et dans la nuit, je me réveille pour être sûr de ne pas louper un séchoir. On le voit, un séchoir tous les 12 heures. Si on manque la nuit, on a 50% de son boulot qui est parti en l'air, qui ne sert à rien. Donc c'est dommage. Et la nuit, on est à l'affût, comme la journée. Consciente de cet équilibre fragile avec lequel il faut jongler en permanence, la famille a développé de nouvelles activités autour du riz.
Depuis 2 ans, Marine, la fille de Jacques, s'occupe de la maison du riz et accueille des visiteurs curieux de découvrir le produit et le métier. En fait, là, mon riz paddy, il est enrobé d'une carapace blonde qui s'appelle la balle. Et la balle de riz, c'est quelque chose de relativement irritant, un petit peu apparenté à du poil à gratter. Ça gratte autant que le poil à gratter. Et c'est surtout aussi dur que de l'écorce de bois. Donc on ne peut vraiment pas manger le riz comme ça. Cette maison pédagogique permet d'expliquer aux petits et grands comment le rizier décortique le riz pour le blanchir. Allez, je mets ma machine en marche. Et comme on dit en Camargue, hein, on n'a pas peur, hein, on craint des gains. Alors, donc là, je vais venir faire passer mon riz paddy dans la décortiqueuse. La balle va se séparer du grain. Voilà. Donc là, j'ai mon riz complet et je vais l'amener dans le cône à blanchir où il va venir frotter plusieurs fois contre la pierre. La peau du riz, frottée et poncée par une pierre de meule à l'intérieur de la machine, va se décoller pour laisser apparaître le grain naturellement blanc. J'essaie de montrer que le riziculteur, il est, ou le céréalier en général, il est aussi passionné et il a autant de choses à raconter sur son métier qu'un autre. Et cette maison du riz, aujourd'hui, reçoit pas mal de public et nous permet au moins de faire vivre ma fille, qui va vivre de ça. Ne montons pas sur les tracteurs. C'est sa façon à elle de pousser son grain de riz. Petit à petit, comme ça, je fais... Ça vous va? Allez-y, c'est parti. C'est trop bien d'avoir les pieds dans la rizière. Pour Guillaume aussi, c'est un plaisir de faire connaître son métier atypique et les produits locaux. C'est l'heure du repas à la manade des Baumelles. Au menu ce midi, des spécialités de la Camargue, dont le fameux taureau. C'est pas une viande qui est grasse, c'est une viande qui est, on va dire, très goûteuse. Et après, le problème de la viande de taureau Camargue, c'est que comme il y a un petit peu un manque de gras au niveau de la viande, c'est une viande qui en cuisson se consomme saignante, voire à point. Pourquoi? Parce qu'une viande de taureau Camargue trop cuite peut être quand même assez dure. Donc c'est pour ça que le plat typique de la Camargue est la gardienne de taureau. Pourquoi? Parce que la gardienne de taureau est une daube de taureau Camargue. Donc le fait de cuisiner la viande en daube la rend beaucoup plus souple. C'est une viande rouge où on pourrait comparer à d'autres races de bovins qui a un côté un petit peu plus, au niveau de la saveur, un petit peu plus fort que certaines races de bovins. Pourquoi? Parce qu'on peut comparer le taureau Camargue à une race sauvage. Donc on va retrouver un petit peu sur le goût de la viande le côté sauvage de l'animal. Donc un poil plus fort qu'une race de bovins domestiques. La recette, on le fait mariner le jour avant, les aromates. Et le lendemain, on le fait égoutter, on fait revenir la viande. On remet toute la marinade liée avec de la farine. Et on laisse cuire pendant 4 heures, 4 heures et demie. Doucement net. Il y a un petit peu de 4 épices. Il y a un peu de paprika et la marinade, surtout avec du vin de la région. Ça sent la Camargue. Bon, elle est prête cette gardienne? C'est prêt, quand tu veux. Allez, go, on y va. Allez. Bon appétit. Merci. Merci. L'assiette est magnifique. Et puis, parfait. Et la viande est vraiment très tendre. Moi, ça m'évoque un petit peu un peu comme le bœuf braisé, donc avec une viande très tendre, qui est assez relevée à la fois aussi. Et avec le riz, c'est vraiment un mariage heureux. C'est, comme je disais, c'est un peu la Camargue dans l'assiette entre le riz et le taureau. On le retrouve, ce mariage heureux, vraiment. La gardienne est bonne? Excellent. Ouais. Ah ouais, ça, l'exemple est là. Ça, c'est la meilleure réponse. Le cuisinier, il est content. Là. Du prêt à l'assiette, il n'y a parfois qu'un pas. Bertrand Mazel, président du syndicat des riziculteurs européens, rend visite à Jacques Rosière pour évoquer les problématiques qui touchent la filière. Je ne sais pas où on en est au niveau des récoltes. On doit être aux 2/3 ou la moitié encore? Alors moi je pense qu'on est à la moitié. Oui, parce qu'il y en a qui n'ont pas commencé. Alors. Nous en France, on a la chance d'avoir une diversité de production qui nous permet d'avoir plein de niches, notamment on peut parler des riz colorés, des riz parfumés naturellement, des riz à risotto, des riz à sushi, des riz à cuisson rapide. On a toute la gamme et faute de faire de la grande production,
on a intérêt, nous, à aller vers des orientations de riz à niche, on va dire, avec des riz de qualité et des riz d'origine. Eh bien voilà, tu vois, c'est cette nouvelle variété dont je te parlais, là, le Wang, qui a l'air sympa comme tout. C'est un riz ethnique, donc c'est un riz un peu sushi, si tu veux. Et bon, ça peut être un débouché supplémentaire pour nos riz. Jusqu'à 20 € tonnes, si tu es à 25. Depuis 2 ans, le nombre de rizières en Camargue a été divisé par 2. Pourtant, cette culture est essentielle à l'écosystème de la région, car chaque année, avant de semer, les riziculteurs irriguent les terres avec l'eau douce du Rhône. On a une problématique assez simple, il y a une présence de sel dans le sol, et donc la seule façon de désaliniser, c'est d'envoyer de l'eau douce. Si on arrête le riz, au bout de 2-3 ans, le sel remonte, et tous les terrains deviennent stériles, à tout jamais. Devant ce constat, on essaie de crier au secours pour que la riziculture soit de nouveau aidée, on lui a supprimé les aides, et qu'on puisse être concurrentiel tel que le sont les Italiens, les Espagnols en Europe, qui n'ont pas les mêmes moyens que nous, qui sont beaucoup mieux armés que nous pour pouvoir produire et produire moins cher. Et alors, quand je parle de l'Asie, de l'Afrique, des États-Unis ou ailleurs, alors là, les riz... c'est encore moins coûteux de les faire pousser là-bas. Et au bout d'un moment, il va falloir qu'on jette l'éponge, peut-être. Notre métier est en danger. Il faut absolument que les Français comprennent que nos produits, franchement, ils sont vraiment bons, en général, de toute l'agriculture française, et qu'on n'a pas à jeter la pierre à nos agriculteurs. Nos racines nous unissent à cette terre et à son histoire. Notre avenir se construit sur les fondations que nos ancêtres ont bâties. Ainsi, rien n'est le fruit du hasard, tout a du sens et un ordre. Il nous suffit d'ouvrir les yeux, alors le mot avenir devient espoir. Ces mots écrits par Marine Rosière sur les murs de la Maison du Riz font écho à la philosophie et à la démarche de son père Jacques, de Guillaume le Manadier, et constitue peut-être le tournant dans lequel s'engagera demain le monde agricole français. Aujourd'hui, je vous cuisine une entrecôte de taureau de Camargue, émulsion de riz safrané, fine purée d'avocat. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 4 entrecôtes de taureau, 40 g de beurre, 20 g d'huile d'olive, une branche de thym, une feuille de laurier, 100 g de riz de Camargue, 430 g d'eau, 170 g de lait entier, 65 g de crème épaisse, 20 g de vinaigre de riz, une prise de safran en poudre, sel et poivre du moulin, une prise de piment basque, 2 à 3 avocats bien mûrs, un citron vert, du sel, 4 oignons grelots, 30 g de sucre, 80 g d'eau, 10 g de jus de betterave rouge, 60 g de vinaigre blanc. Pour les pickles d'oignons, la veille, épluchez les oignons puis les taillez en lamelles de 2 mm d'épaisseur environ, réservez. Portez à ébullition le jus de betterave, l'eau, le vinaigre blanc et le sucre. Versez le mélange bouillant sur les oignons puis laissez mariner une nuit au frais. Pour l'émulsion de riz safrané, faire tremper le riz dans l'eau dans une casserole pas trop large pendant 30 minutes. Porter à ébullition et cuire 12 minutes à petit bouillon. Mettre le riz dans un bol mixeur, verser le lait et la crème, puis mixer le plus finement possible. Terminer avec le vinaigre de riz, rectifier l'assaisonnement, puis ajouter le safran et passer au chinois étamine. Versez le tout dans un siphon, puis ajouter une cartouche de gaz. Réservez de préférence au frais. Pour la purée d'avocat, taillez les avocats en 2 dans la longueur, puis retirez le noyau. Pour enlever le noyau facilement, plantez votre couteau au centre de l'avocat et faire un quart de tour. À l'aide d'une cuillère à soupe, ôtez la chair. Pressez un demi-citron vert. Faites rouler le citron sous la paume de votre main en le pressant légèrement afin de casser les fibres. Assaisonnez de sel et de piment, puis mixez le tout finement. Réservez en poche à pâtisserie au frais. Pour les entrecôtes, assaisonnez de sel la viande, puis déposez l'entrecôte dans une poêle chaude avec un filet d'huile d'olive. Laissez colorer 1 minute chaque face et ajoutez le beurre, la branche de thym et la feuille de laurier. Cuire l'entrecôte 2 minutes en inclinant la poêle, puis arroser la viande de beurre en la retournant de temps en temps.
Débarrasser sur un papier absorbant, puis laisser reposer 5 minutes. Pour le dressage, taillez la viande en 2 ou 3 morceaux. Dans l'assiette de votre choix, effectuez un gros point de purée d'avocat et l'étalez à l'aide d'une spatule. Ajoutez quelques points de purée, puis déposez les rouelles d'oignon. Disposez harmonieusement la viande. Rehaussez de quelques points d'émulsion de riz de Camargue safrané. Terminez enfin par quelques pousses d'herbe et une pincée de fleurs de sel. Je vous souhaite une très belle dégustation et je vous dis à très vite.